Une conférence de La Paix Maintenant et de J-Call sur le nucléaire iranien. Merci à vous tous de nous avoir rejoints à cette septième visioconférence que nous organisons conjointement avec La Paix Maintenant et J-Call. Vous pouvez d'ailleurs voir les précédentes conférences que nous avons organisées en vous rendant sur notre site jcall.eu ou bien sur la chaîne YouTube J-Call TV. Voilà. Alors, avant de commencer la conférence, juste quelques détails sur son déroulé. Pendant une quinzaine de minutes, chacun de nos intervenants, à chacun son tour, interviendra. Puis, pendant une quinzaine de minutes, s'ils le souhaitent, ils pourront dialoguer entre eux. Enfin, le public pourra poser des questions, uniquement d'ailleurs en m'adressant par SMS ou par chat ces questions. Je les transmettrai aux conférenciers qui pourront y répondre. Ce soir, donc, le sujet que nous voulons traiter est intitulé comme cela, le nucléaire iranien, renégociation de l'accord ou poursuite des sanctions. C'est un des sujets qui va être au centre des préoccupations de la nouvelle administration Biden, en place depuis 2 mois, et un sujet qui va être suivi de très près par les dirigeants israéliens, qui sont inquiets par les ambitions nucléaires iraniennes sur la sécurité d'Israël d'une part et sur toute la région, comme vous le savez. Récemment, donc il y a quelques jours, dimanche dernier pour être plus précis, l'Iran a annoncé avoir refusé la proposition américano-européenne de reprendre les discussions en vue de renégocier l'accord sur le contrôle de son programme nucléaire, accord signé en 2015 par l'administration Obama, avec au titre du Conseil de sécurité, plus 1, donc les 5 puissances du Conseil de sécurité et l'Allemagne, l'Union européenne et l'Iran. Cet accord de 2015, appelé le JCPOA, avait été dénoncé par l'administration Trump en 2018 et Trump avait d'ailleurs durci les sanctions à l'égard de l'Iran et la situation économique de l'Iran aujourd'hui est une des conséquences de ces sanctions qui durent depuis maintenant plus de 2 ans. Joe Biden, pendant sa campagne électorale, n'avait pas caché sa volonté de revenir à l'accord sur le nucléaire iranien, certes en améliorant certaines de ses clauses et en demandant aux Iraniens d'abord de le respecter. L'Iran a tout de suite fait savoir par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, son intention de demander d'abord aux Américains de mettre fin aux sanctions avant de reprendre toute négociation. Voilà. Ces derniers jours, on a vu d'ailleurs des tensions dans la région, tirs de roquettes sur des bases américaines en Irak et en représailles américaines en Syrie sur des forces proches des Iraniens ou iraniennes elles-mêmes. Alors, les questions que nous voulons adresser à nos 3 intervenants sont les suivantes. Est-ce vraiment le moment de revenir à la diplomatie avec l'Iran au moment où les inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique ont confirmé que les Iraniens ont bien commencé la production d'enrichissement de l'uranium enrichi à 20% dans leur usine souterraine de Fordo, alors que selon l'accord de 2015, ils ne devaient pas dépasser le seuil de 3,67%. D'ailleurs, où en est le programme nucléaire iranien ? Quel est le délai dont ils ont besoin pour se doter de l'arme nucléaire? Enfin, ce qui n'avait pas été le cas en 2015, est-ce que les Iraniens accepteraient maintenant que l'on contrôle leur programme balistique qui s'est nettement amélioré depuis 5 ans et qui menace directement les pays de la région parce que leurs missiles ont une capacité de déplacement de 4000 km. Voilà. D'autre part, comme tout le monde le sait, la situation n'est pas la même aujourd'hui dans la région. Les accords d'Abraham ont eu lieu entre Israël et un certain nombre d'États sunnites. La Russie a renforcé sa position en Syrie et est devenue maintenant un acteur incontournable dans la région. La Turquie a également des ambitions hégémoniques. Alors, par rapport à ces évolutions, quelle va être la position américaine? Est-ce que l'équipe qui est en charge de ces relations internationales, qui d'ailleurs pour la plupart d'entre elles, est composée de personnalités qui ont participé à la rédaction de l'accord de 2015. Comment va-t-elle réagir? D'ailleurs, certaines hypothèses qui avaient prévalu à l'accord de 2015, à l'usage, ne se sont pas avérées exactes. Les modérés que l'on espérait voir se renforcer en Iran ne l'ont pas été, puisqu'on voit un fort interventionnisme de l'Iran dans la région. Voilà, toutes les questions qu'on va aborder avec nos 3 invités que je remercie encore vivement d'avoir accepté ce soir de participer avec nous à cette conférence et je vais vous les présenter dans l'ordre où ils vont intervenir. Donc le premier, Clément Terme, docteur en relations internationales,
chargé de cours à Sciences Po, chercheur associé à l'Institut européen de Florence, spécialiste de l'Iran où il a vécu, il parle persan. Il a publié en 2012 au PUF les relations entre Téhéran et Moscou depuis 1979. Il a dirigé en 2020 un ouvrage L'Iran et ses rivaux entre nations et révolutions. Et enfin, avec Mohamed Reza Jalili, il a rédigé la rédaction du volume Confluence Méditerranée, l'Iran en cas d'équilibre, qui est paru en juillet 2020. Suite à l'intervention de Clément Terme, interviendra Alex Greenberg, historien, israélien, spécialiste également de l'Iran, qui parle parfaitement le perse, l'arabe, le russe et le français, analyste géopolitique, ancien officier, chercheur des renseignements militaires de Tsahal, l'armée israélienne. Enfin, Dominique Moisy, géopolitologue, conseiller spécial à l'Institut Montaigne et professeur au King's College de Londres, membre fondateur de l'IFRI, il en a été le directeur adjoint, puis le conseiller spécial. Ses dernières publications, Leçons de lumière, aux éditions L'Observatoire en 2019, Le nouveau déséquilibre du monde, également aux éditions L'Observatoire en 2017. Encore une fois, merci à vous trois. Et comme convenu, Clément, donc, je m'adresse à vous pour entamer donc, cette conférence. Quel est aujourd'hui le rapport des forces internes en Iran entre ce qu'on appelle, entre guillemets, les modérés, qui seraient plus ou moins autour du pouvoir élu, et les plus fondamentalistes, enfin autour des gardiens de la Révolution et du guide suprême, qui vraiment détient le pouvoir. Quelle est la situation économique interne? On sait bien que l'épidémie a fait des ravages en Iran, on ne connaît pas véritablement les chiffres précis, mais ça a certainement empiré ces derniers temps. Et enfin, la situation économique consécutive aux sanctions américaines est assez difficile, puisque je crois qu'il y a une inflation galopante, le chômage est énorme. Il y a eu, je crois, même des émeutes en ce moment en Iran. Alors, pouvez-vous nous parler un peu de la situation interne en Iran? Merci. Tout à fait. Merci d'abord pour votre invitation. Et voilà, donc je pense que la situation est difficile en Iran sur le plan économique notamment, social, et sur la cohésion interne entre le régime et la majorité de la population. Parce que la division que vous avez mentionnée entre modérés et conservateurs, c'est avant tout un projet des élites politiques liées à la révolution islamique. Et il y a une coupure de plus en plus grande avec les classes populaires. Finalement, l'idée des modérés ou des centristes aujourd'hui avec le président Rouhani, c'est d'assurer la survie de la République islamique en gérant l'hostilité avec les États-Unis. Donc, il ne s'agit pas de normaliser les relations, mais simplement d'avoir une amélioration limitée au domaine économique, sans normalisation politique ou diplomatique, pour permettre un développement du pays et de coopter, si vous voulez, les mécontentements à l'intérieur du pays. Mais cela ne fonctionne pas. On l'a vu lors des dernières manifestations, à la fois en 2017, en 2019, et en ce moment au Sistan-Baloutchistan, qui est une province déshéritée sunnite. Voilà, il y a un mécontentement qui est très fort en interne. Donc ce mécontentement, il est soutenu notamment par l'Arabie Saoudite, au Sistan-Baloutchistan. Et c'est très intéressant parce que j'étais récemment aux archives au Quai d'Orsay. Et à l'époque du Shah, c'était le régime de Nasser qui soutenait l'indépendance des Arabes du Rouzestan d'Iran. Donc, si vous voulez, on a cette rupture qui existe avec les républiques arabes radicales à l'époque du Shah. Aujourd'hui, c'est avec les régimes arabes dits modérés. Donc, on a un inversement, mais toujours les mêmes dynamiques. Donc, les fragilités internes ont des répercussions sur le plan de la géopolitique régionale, comme l'Iran va utiliser les minorités chiites en Arabie Saoudite en réponse à cette utilisation de la minorité du Sistan-Baloutchistan par l'Arabie. Donc, on a vraiment une situation délicate parce que les minorités sont aux périphéries de l'Iran. Et quand les mécontentements sont très forts à l'intérieur, c'est une fragilité supplémentaire pour le régime. On l'a vu lors de la guerre d'Arménie, donc du Haut-Karabakh, au mois de novembre 2020, où l'Iran s'est rapproché de l'Azerbaïdjan, alors que l'Iran est un allié traditionnel de l'Arménie. La communauté arménienne est tout à fait bien intégrée en Iran, on commémore le génocide arménien, et il y a une très grande proximité civilisationnelle, intellectuelle, et des relations de bon voisinage entre l'Arménie et l'Iran. Mais on a vu que par peur d'une révolte des Turcs d'Iran, donc dans la province d'Azerbaïdjan, il y a eu ce rapprochement finalement contre nature avec l'Azerbaïdjan post-soviétique. Donc c'est vraiment une fragilité importante pour le régime iranien, et puis se pose plus globalement la question pour tous les régimes autoritaires,
peut-on avoir une stabilité alors qu'on gouverne avec une minorité? C'était aussi le problème du Shah d'Iran, qui avait obtenu une modernisation par le haut et qui avait conduit, si vous voulez, à l'accroissement des inégalités sociales par rapport à sa politique d'industrialisation. Donc il y a cette question qui se pose à nouveau pour le nouveau régime, cette question des minorités, la question économique, donc la récession qui est très forte. Hein. Sur les 3 dernières années, on a 12% de récession et sur une décennie, donc 2010-2020, il n'y a pas eu de croissance de l'économie iranienne. Donc l'Iran de 2021 est au niveau de l'Iran de 2010. Donc c'est une décennie perdue pour l'Iran et ça crée beaucoup de mécontentement parce qu'il faudrait une croissance de 7% pour absorber les jeunes qui arrivent sur le marché du travail chaque année. Alors, est-ce que ce mécontentement interne, si on le relie à la question nucléaire, parce que c'est le sujet du jour, et c'est l'idée un peu des faucons américains, d'utiliser ce qu'ils appellent le leverage, c'est-à-dire l'appauvrissement de l'Iran qui est hérité de l'administration Trump, pour faire céder la République islamique. Alors là, la réponse est beaucoup plus complexe pour 2 raisons. D'abord, à la politique de pression maximale, le régime a répondu par la répression maximale. Donc les mécontentements ont été tués dans l'œuf, c'est-à-dire que le régime est devenu plus violent. Il s'est mis à tirer sur la population, alors qu'il avait beaucoup critiqué le Shah d'Iran pour avoir tiré pourtant moins que le régime de la République islamique sur la population au moment de la révolution de 78-79. Et donc là, ça c'est la première faiblesse du régime, parce que c'est pas un aveu de sérénité et de force de tirer sur sa population, mais en même temps, par la peur, l'ayatollah Khamenei a appliqué la maxime de Machiavel, quand on ne peut pas être aimé, il faut être craint, mais sans être détesté. Donc c'est ça le défi un peu, parce que Machiavel pointe tout de suite le risque de se focaliser sur la crainte et d'arriver au niveau de la détestation. Donc c'est la peur du chaos, le moyen d'éviter cette détestation, c'est-à-dire quelle est l'alternative. Donc il y a ce problème toujours en République islamique, depuis la Révolution, que l'opposition, en fait, est pire que le régime. C'est-à-dire les Moudjahidines du peuple, par exemple, qui sont à Paris, sont une secte que les monarchistes abhorrent encore plus que les mollahs. Donc il faut voir que l'opposition iranienne n'est pas structurée, n'est pas unifiée, mais il y a des nouvelles générations, il y a eu la fuite des cerveaux, il y a une diaspora de 5 millions d'Iraniens à l'étranger qui offre aussi une respiration sur le plan de la liberté d'expression et qui brise, si vous voulez, l'enfermement que dirige le régime vis-à-vis de sa propre population. Donc ça, c'est une faiblesse aussi, le fait qu'il y ait cette ouverture par la diaspora, les médias qui émettent en persan depuis l'étranger. Et donc là, il y a une possibilité, si vous voulez, d'évolution. Mais alors la question que tout le monde pose en Occident depuis les années 90, c'est ce qu'on a appelé l'ayatollah Gorbatchev. Et cet ayatollah Gorbatchev ne vient pas parce que, en fait, le régime a étudié la chute des régimes soviétiques, ce qu'il appelle en Russie les révolutions de couleur, et puis la République islamique appelle ça la guerre douce en persan. Et donc, ils ne veulent pas réformer en position de faiblesse. Gorbatchev a réformé en position de faiblesse. Le Shah, sous Carter, a réformé en position de faiblesse. Ils ont conduit à la chute de leur régime. Donc, ils sont dans la surenchère. Parce que la réforme est perçue comme une boîte de Pandore et c'est pour ça qu'ils sont aussi prêts à user de la violence. Et l'autre différence avec le Shah, c'est qu'il y a une idéologie, même si elle est très datée. Il faut savoir que Khomeini est un vieil homme déjà au moment de la Révolution et cette idéologie date des années 50, 60, mais elle est toujours très puissante et elle est toujours mobilisée pour se reconnaître ceux qui sont du régime par rapport aux autres. Et donc, ça leur donne une force, parce que le régime du Shah, lui, n'avait pas d'idéologie, si ce n'est l'autoritarisme et le développement économique. C'est ce qu'on appelait un régime sultanique sans idéologie en sciences politiques. Alors que la République islamique a une idéologie. Et donc, ça rend le renversement plus complexe. Donc, on est dans cette situation, finalement, de blocage à l'intérieur, où la réforme est impossible, mais le changement de régime fait peur, parce que l'alternative, c'est le chaos, c'est les pays voisins, donc l'Afghanistan, l'Irak. Merci. On y reviendra certainement par les questions du public. L'autre point qui découle de ce que vous venez de nous dire, c'est la situation de la menace nucléaire. Enfin, où en est aujourd'hui? Quel est le délai qui est nécessaire? Parce qu'il y a des estimations différentes selon, par les Israéliens, on estime à 2 à 3 mois, les Américains un peu plus, je crois, le temps nécessaire pour passer vraiment
à l'obtention d'une arme nucléaire active. Voilà. Et puis par ailleurs, est-ce que vous pensez que les Iraniens pourraient accepter, dans le cadre des négociations, d'intégrer leur programme balistique? Alors sur le nucléaire, j'ai fait, parce que je travaillais pour un programme qui s'appelait Savoir nucléaire à Sciences Po, l'histoire des prédictions. Donc depuis quand on dit que l'Iran aura la bombe dans quelques mois ou quelques années? Et le premier rapport de la CIA, les National Assessment, date du Shah, de 76-77. Donc pour la première fois, on a dit que l'Iran aurait la bombe dans quelques années, il y a plus de 40 ans. Donc il faut se méfier de l'alarmisme nucléaire, qui est généré aussi par la République islamique, comme un moyen, comme un outil pour négocier, pour stimuler, si vous voulez, l'intérêt de l'Occident pour une négociation diplomatique et pour aussi obtenir la levée de l'embargo. Donc il y a vraiment un lien du point de vue iranien entre la capacité à obtenir une levée des sanctions et l'utilisation de l'outil nucléaire. Dans les années 2000, quand j'étais à l'IFRI avec Dominique Mouizi, un collègue, Karim Sadjapour, parlait du bazar nucléaire. Donc il disait, les Iraniens, plus vous vous intéressez au programme nucléaire, plus ils font monter les enchères. Donc il y avait cette idée finalement que c'était aussi un moyen de détourner l'attention de l'Occident, surtout qu'il y a ces négociations en ce moment, comme vous l'avez mentionné, sur ce qu'on appelle le nucléaire élargi, pour intégrer le programme balistique, la politique régionale et les droits humains sous l'administration Biden. Et donc, comme la République islamique ne veut ni négocier les droits humains, ni le programme balistique, ni la politique régionale, en créant de très nombreux problèmes dans le domaine nucléaire, l'attention internationale se focalise sur cette question. Et donc, comme c'est la priorité absolue d'Israël notamment, la question nucléaire par rapport à la question balistique, la question régionale qui intéresse plus l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis comme partenaires de l'Occident dans la région, c'est un moyen finalement d'obtenir cette levée des sanctions. En tout cas, c'est ce que pensent les durs. C'est-à-dire qu'en Iran, les factions les plus radicales ont estimé que la diplomatie avait échoué, puisque l'accord sur le nucléaire n'a duré finalement que de janvier 2016 à mai 2018, avec les derniers mois, après l'élection de Donald Trump, une perspective négative pour toutes les entreprises qui étaient présentes en Iran, qui ont déjà anticipé cette décision de mai 2018. Donc finalement, la durée de vie sur le plan économique de l'accord a été très courte. Donc un nouvel accord devra prendre en considération ce temps des affaires, et qui est très différent du temps de la diplomatie, du temps de la politique. Et donc là, c'est le problème, parce que c'est un accord nucléaire qui a un versant économique. On l'oublie souvent, bien sûr, l'Iran a violé à de nombreuses reprises les articles qui concernent le domaine nucléaire, même s'ils habillent ça dans la réduction des engagements. Mais les autres parties, l'Europe et les États-Unis, ont violé les parties qui concernent les dimensions économiques. Les seuls pays qui ne sont pas accusés d'avoir violé l'accord sont la Russie et la Chine, par aucune des parties. Donc ça, c'est un point intéressant. Finalement, c'est Moscou et Pékin qui ont un peu les clés, parce que la République islamique ne veut pas de conditionnalité sur la question des droits humains pour les relations économiques, ce que l'Europe fait. Et en même temps, elle veut une certaine sérénité, c'est-à-dire une perspective. Et avec le changement dans les démocraties, les changements de gouvernement, notamment aux États-Unis, les ajustements politiques entre Trump et Biden font qu'il n'y a pas de visibilité à plus de 2 ans, c'est-à-dire les prochaines élections au Congrès. Parce que s'il y a un congrès républicain, même sous Biden, ça peut aussi limiter les possibilités pour l'Iran. Et à 4 ans, il y a vraiment un risque important qu'un républicain ou que Trump revienne du point de vue de la République islamique, et que finalement les projets qui auraient été initiés par Total, qui sont d'une durée de 10 ans, se heurtent à ce changement politique aux États-Unis. Donc je pense que l'échec du JCPOA 1 va conduire à une réévaluation totale du côté iranien de son engagement avec la communauté internationale pour ce qui concerne les questions économiques. Dans le récent forum qu'il y a eu sur les relations commerciales Iran-Europe, le responsable Europe du ministère des Affaires étrangères de l'Iran a demandé que les futurs échanges commerciaux irano-européens soient protégés de l'exterritorialité des lois américaines. Donc là, il y a un vrai défi qui est au-delà de la séquence, qui va faire le premier pas, etc. Je ne vois pas l'intérêt, si vous voulez, de la République islamique de poursuivre de cette stratégie finalement du guide de diviser l'Europe et les États-Unis, donc de diviser l'Occident, en développant des relations économiques avec l'Europe pour diminuer le niveau d'hostilité. Parce que du côté iranien, il s'agit toujours de gérer l'hostilité pour survivre. Donc, parce que c'est un régime idéologique, je l'ai dit, avec une dimension idéologique qui est forte, mais très pragmatique dans l'application de ces principes.
Et donc, il y a ce que j'appelais dans ma thèse la réelle politique islamiste. Et donc, il y a la capacité, on le voit avec la Russie, hein, sur la question des musulmans en Tchétchénie, la question des musulmans aussi, les Ouïghours en Chine, et la question du Cachemire aussi avec l'Inde. Là, il y a vraiment une réelle politique totale. On sacrifie l'idéal révolutionnaire romainiste pour obtenir le soutien de ces grandes puissances internationales non occidentales. Donc, c'est ça l'idée. Mais finalement, là, je pense que le programme nucléaire est surtout un moyen tactique d'obtenir des concessions dans le domaine économique pour faire baisser le niveau des mécontentements en interne qui sont très hauts. Et donc, c'est la gestion, si vous voulez, de la crise. Hein. C'est un peu la spécialité de la République islamique, la fabrication des crises et la gestion de ces crises. Et donc là, il faut pouvoir exporter. Et donc, il y a une possibilité avec Biden. Donc, je crois plus à un nouvel accord intérimaire, si vous voulez, de court terme, en raison de cette durée que j'ai évoquée du temps des affaires qui ne correspond pas aux échéances du JCPOA avec des restrictions qui vont de toute façon tomber en 2023, etc., ce qu'on appelle les sunset clauses, et donc qui vont susciter l'inquiétude des partenaires des États-Unis, Israël, l'Arabie Saoudite ne vont pas accepter. Donc, c'est ça le débat, je pense, entre les États-Unis et Israël. C'est notamment avec la nomination de Richard Nephew, qui a écrit de nombreux articles comme adjoint de Robert Malley. Il parle de gestion des ambitions nucléaires iraniennes. Il dit que ce qui s'est passé en 2007, en fait, avec le National Assessment de l'époque des États-Unis, c'est qu'on évalue à l'époque que l'Iran est déjà un état du seuil. Et sauf qu'Israël refuse ce fait. Et pour moi, c'est un fait accompli. C'est-à-dire qu'ils ont la connaissance. Et comme l'avait dit Mohamed El-Baradei, le directeur de l'AIEA à l'époque, on ne peut pas bombarder la connaissance. Et donc, de toute façon, il y a, si vous voulez, un niveau de connaissance, un niveau de compétence en Iran sur le nucléaire qui fait que ce n'est pas une question de régime. Et c'est ça aussi un point important, parce que souvent on connecte le mécontentement et la future capitulation de l'Iran. Je pense que le retrait américain est considéré par la majorité des Iraniens et même de la diaspora comme contraire aux intérêts nationaux de l'Iran. Et là, c'est une occasion pour Khamenei de défendre les intérêts économiques du pays en demandant cette levée des sanctions, alors qu'il ne fait pas du tout ça dans le cadre de sa politique étrangère plus globale, avec la politique au Moyen-Orient, qui au contraire maintient les sanctions. Donc il y a vraiment là une tentative aussi de se racheter en instrumentalisant le nationalisme iranien sur cette question du nucléaire. Voilà. Mais sans être nationaliste pour autant, parce que la République islamique est un régime qui, dès l'origine, était contre l'idée de nation. Donc c'est l'internationalisme islamique. Donc il y a une contradiction, mais c'est ce que j'ai appelé la réelle politique, c'est ce que Olivier Roy appelle l'islamo-nationalisme. Donc on est dans ça aussi sur le nucléaire. Et c'est vrai que c'est très difficile de trouver une sortie par le haut parce que ce sont les États-Unis qui se sont retirés de l'accord. Donc la violation initiale, elle est américaine. Et ça, c'est très difficile dans la question de la diplomatie. Donc le bon sens veut que d'abord les États-Unis respectent leurs obligations et qu'ensuite la République islamique respecte les siennes. Et donc ça sera très difficile de faire céder Khamenei sur cette question, à mon avis. On arrive à la troisième question, Clément, justement, compte tenu des évolutions dans la région, des changements, puisqu'on n'est plus dans le contexte de 2015, quelle est la perception qu'ont les Iraniens du rapport des forces régionales, notamment suite aux accords d'Abraham d'une part, avec l'alliance tacite et officielle maintenant entre Israël et les pays sunnites, Émirats, Arabie Saoudite, Bahreïn, Oman, etc. Et puis les Russes, quand même, qui sont un acteur fondamental qu'on ne peut plus ignorer. C'est eux qui gèrent pratiquement la Syrie, on peut le dire. Sur la question d'Israël, là aussi, j'étais beaucoup aux archives diplomatiques à la Courneuve. J'ai lu sur ce qui se passait à l'époque du Shah. Le Shah avait des relations depuis 1950, la reconnaissance de l'État d'Israël, de facto. Donc il y avait un consulat iranien à Tel Aviv. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est Nasser qui menaçait la présence diplomatique israélienne à Téhéran à l'époque. Et aujourd'hui, donc, on est dans un système de nouveau inversé, où c'est l'Iran des mollahs qui menace, si vous voulez, les États arabes qui se rapprochent d'Israël et qui fait du chantage ou de la communication sur ce sujet. Donc, le panarabisme est mort, mais les mollahs font revivre ce panarabisme. Et donc ça, c'est une question qui est délicate, parce qu'à la fois populaire dans certains segments des populations arabes de la région, notamment au Liban Sud, mais en même temps très impopulaire en interne. Parce que, comme je l'ai dit, cette politique régionale coûte très cher à la République islamique. À la fois, le soutien économique est donné à la Syrie, donc il y a beaucoup de polémiques
sur le coût, notamment sous l'administration de Trump. On avait chiffré à 16 milliards le soutien iranien au proxy. Et donc, toute l'idée de la République islamique, c'est aussi de rationaliser ces réseaux d'influence sur le plan économique pour les légitimer en interne. Alors, quand il y a eu Daesh, c'était une opportunité à la fois dans les relations avec l'Occident. Hein. L'ambassade d'Iran à Paris, pardon, on a été témoin avec l'ambassadeur Nicolau, faisait de la communication en disant nous sommes avec vous contre Daesh, nous sommes alliés dans la lutte contre le terrorisme, vous voyez l'Iran, etc. Mais là, avec l'affaiblissement de Daesh, même s'il y a un retour en Irak, ça a été beaucoup plus compliqué d'habiller, si vous voulez, ce rapprochement avec l'Occident au-delà des relations économiques qu'il y a eu pendant le début de l'accord. Et donc maintenant, on est confronté, si vous voulez, du point de vue iranien, à un problème de communication pour justifier l'intervention dans les pays voisins, donc pratiquer aussi le changement de régime, hein, comme le fait l'Iran vis-à-vis du Bahreïn, où on demande l'instauration d'une république chiite au Bahreïn régulièrement, où le guide Ramenei compare le roi du Bahreïn au Shah d'Iran finissant, et en même temps se victimiser et se dire soi-même victime d'un discours de changement de régime américain. C'est un peu la contradiction du discours officiel de la République islamique. Donc là, il y a vraiment un problème aussi du côté iranien pour justifier ces arguments de diplomatie publique qui sont contradictoires. Mais la politique régionale, finalement, on dit souvent la République islamique est plus forte à l'extérieur qu'à l'intérieur. Mais finalement, sur le plan idéologique. Mais on a vu à la fin de 2019 que même au Liban, même en Irak, il y avait l'émergence d'un nouveau nationalisme séculier et qui rejetait l'idéologie roméniste. Hein. Et donc, moi, ce que j'appelle, puisque j'ai vécu au Bahreïn aussi 3 ans, c'est l'émergence d'une nouvelle jeunesse cosmopolite au Moyen-Orient. Il n'y a pas d'intérêt particulier pour l'idéologie de la République islamique. Il n'y a pas de rêve d'aller en République islamique. Au contraire, ces pays de la rive arabe du Golfe Persique ont réussi sur le plan économique. Ce sont des success stories. Ils ont pris le relais du Shah d'Iran. Et la République islamique s'est enfermée dans la pauvreté, l'appauvrissement et le déclin. Donc, il y a une jalousie aussi du point de vue de l'Iran avec l'émergence de Dubaï, le succès d'Abu Dhabi, de Doha. On le voit sur le champ gazier qui est partagé, hein, North Dome à Doha et South Pars en Iran, où l'exploitation qatarienne du réservoir est beaucoup plus rapide que l'exploitation du côté iranien, et le réservoir est partagé. Donc, si vous voulez, ces retards qui s'accumulent sur le plan économique, l'incapacité à attirer les investissements, les meilleures technologies, ça a un coût pour le discours de puissance de la République islamique. Alors, la force, je dirais, la République islamique la tire de la faiblesse des autres. C'est l'affaiblissement des États arabes à partir de 2011. C'est pour ça que Walid Nasser a fait un article là, récemment pour dire que le futur conflit au Moyen-Orient n'est pas entre l'Iran et l'Arabie saoudite, mais entre l'Iran, la Turquie et Israël. Parce que ce sont les grandes puissances régionales du moment. Parce qu'il y a des traditions étatiques anciennes, et Israël est une success story également, et le fait qu'Israël soit présent en Azerbaïdjan, aux Émirats arabes unis, si près du territoire iranien, c'est quand même un échec stratégique pour la République islamique, notamment ce qui s'est passé avec l'Arménie. Hein. La défaite de l'Arménie, c'est la défaite de l'Iran. Donc, même pas être capable d'avoir une influence dans le Caucase du Sud, avec des États quand même qui sont très petits hein, en comparaison de l'Iran, c'est quand même un affaiblissement durable hein, de l'Iran en tant que puissance régionale. Je pense qu'en Occident, on nous survend la puissance régionale de l'Iran parce qu'on a besoin aussi, dans le discours, de construction de l'ennemi, hein, tout simplement. Donc, quand on a un rival, on a tendance à le rendre plus fort que ce qu'il n'est. Après, je ne dis pas que les milices iraniennes ne sont pas un danger dans la région, mais c'est d'abord lié à des problèmes locaux, internes. C'est ce que j'ai constaté, par exemple, au Bahreïn, où il y a des protestations, il y a des révoltes. C'est lié à la gouvernance locale, qui est toujours basée sur une minorité, qui n'est pas le gouvernement de la majorité. Donc, la République islamique instrumentalise les faiblesses, à la fois après la guerre d'Afghanistan, la guerre d'Irak, ou la crise de légitimité des régimes arabes. C'est d'ailleurs après les printemps arabes qu'on a eu la rupture des relations diplomatiques entre l'Iran et l'Arabie saoudite, et l'Iran et Bahreïn. À partir du moment où les régimes étaient affaiblis à l'intérieur, l'influence iranienne est devenue intolérable. Il ne faut pas nier qu'il y a une demande d'Iran, malgré tout, malgré ce que j'ai dit sur l'émergence d'une jeunesse cosmopolite, séculière. Il y a encore, dans le contre-discours face au régime autoritaire arabe, une attractivité du discours iranien sur la défense de la cause palestinienne, le rejet de l'impérialisme, entre guillemets, même si c'est un anti-impérialisme de façade. Ça existe aussi au sein des opinions publiques au Moyen-Orient.
Mais je pense que cette force de l'Iran, là, est liée au discrédit dont sont victimes les États-Unis depuis la guerre d'Irak de 2003. Donc je disais qu'il y avait l'ingérence américaine en Irak, par exemple, qui avait fait passer au second plan l'ingérence iranienne. Donc les erreurs américaines nourrissent, si vous voulez, le soft power de l'Iran, mais c'est plutôt un soft power qui est par défaut, et il n'est pas positif. Merci Clément. Donc, je passe directement la parole à Alex Greenberg, qui va donc depuis Israël donc nous présenter un peu la perception qu'ont les Israéliens et les dirigeants israéliens de la situation actuelle et de la volonté éventuellement de l'administration démocrate de reprendre une négociation avec les Iraniens. Donc, bonsoir et merci de votre invitation. Alors, je présente évidemment la vision israélienne, mais aussi en me basant sur ce que je lis, écoute et vois en Iran. D'abord, je ne peux que me mettre d'accord avec ce que Clément vient d'évoquer. Et tout est vrai, en fait, le régime iranien étant, on dit qu'il est en voie de déclin ou il s'est affaibli, et l'Iran est en état faible, en effet, tout est vrai, mais quand même, la question principale qui s'ensuit, qu'est-ce que cela veut dire? Si on demande la question « qu'est-ce que veut le régime iranien ?», la réponse simple que le régime iranien est avant tout à la poursuite de sa survie. Mais l'autre question, qu'est-ce qu'implique cette survie? Alors, la réponse devient beaucoup plus difficile, qui veut dire que n'est pas seulement un régime musulman, parce que le Pakistan, c'est aussi une république islamique, l'Afghanistan, c'est aussi une république islamique. Ce qui rend le régime iranien très spécifique, c'est sa dimension révolutionnaire. Et il n'y a pas de révolution sans ennemis, sans Madame Guillotine, sans la pose des ennemis à la maison à l'étranger. Le régime iranien ne peut pas renoncer à ces credos révolutionnaires idéologiques parce que s'il se comportait de cette façon, il mettrait en risque sa crédibilité et sa dissuasion même aux yeux de ses citoyens, ce que le régime, n'importe quel régime, pas seulement le régime iranien, ne peut pas se permettre. C'est très vrai que ce que Clément a dit, que c'est le régime pragmatique. En fait, on a vu tout à fait avec l'Arménie et l'Azerbaïdjan, avec le Pakistan, mais il faut souligner que ce pragmatisme du régime iranien s'applique uniquement là où un comportement pragmatique ne porte pas atteinte à ses credos idéologiques. Comme Israël étant le shaitan ekouchek, le petit Satan, le mal absolu, aucun pragmatisme n'est pas possible avec Israël. Israël, c'est quelque chose d'autre, ce n'est pas comme les autres États, ou même l'Amérique, on peut dire que l'Amérique est un pécheur, qu'il peut revenir corriger sa voie, mais Israël, l'existence d'Israël est illégitime. Donc, le régime oscille entre le besoin d'implémenter son idéologie révolutionnaire en rapportant assistance aux milices chiites, à Hezbollah. Mais de l'autre côté, c'est vrai que depuis la montée au pouvoir du suprême guide Khamenei en 89, rien ne laisse le soupçonner d'être fou ou irrationnel. Il est très, très cautieux. Il oscille entre la Hezbollah en Syrie, aux milices irakiennes de l'autre côté, mais aussi il ne veut pas déclencher aucune guerre contre Israël. Et ce n'est pas dément qu'on va avoir une guerre entre Israël et l'Iran, sauf si Israël décide de bombarder les installations nucléaires, mais ça aussi, personne en Israël n'a dit qu'il faut bombarder les installations nucléaires, parce que c'est vrai aussi que la connaissance nucléaire est déjà existante, donc on ne peut pas l'anéantir. Il y a deux détails davantage qu'il faut évoquer. D'abord, il n'y a aucune différence entre les modérés et les extrémistes. Toutes ces notions, il n'existe que pour les Européens, pour les convaincre de faire maintenant l'accord avec l'Iran, parce que sinon, en juin, on va avoir les élections présidentielles et donc les extrémistes vont arriver au pouvoir. Mais c'est le suprême guide
le Conseil supérieur de sécurité nationale de l'Iran et le bureau du guide d'Aftar el-Rahbari qui prennent des décisions stratégiques. Ni Rouhani ni Zarif n'ont aucune influence sur la politique iranienne régionale et sur la question nucléaire. C'est vrai qu'il y a la vie politique en Iran et les modérés, les extrémistes détestent les modérés et vice-versa. Mais comme l'a dit un journaliste iranien, Jamshid Barzegar, cette représentation des modérés extrémistes, en fait, c'est un jeu de bons flics et méchants flics, mais ils font le deux côtés du même visage qui ont la même tâche. Mais quand même, les gens qui sont en charge de politique régionale iranienne, ce sont de Pasdaran, le gardien de la révolution, qui n'ont visité jamais à l'étranger, qui ne comprennent pas l'étranger, dont la démonisation de l'ennemi est totale et complète. Et donc, ces gens sont prônes à ce qu'on appelle en anglais miscalculation. Je ne sais pas quel est l'équivalent en français, mais c'est un faux calcul et ils peuvent se tromper. En fin de compte, un missile iranien de provenance de Yémen, tiré par Houthi, peut frapper Eilat, peut frapper Aramco saoudien, peut frapper un bateau israélien et voilà, alors on peut expliquer quelles sont les raisons derrière ces comportements. Et secondo, c'est vrai qu'on dit toujours qu'encore 2 mois, les Iraniens vont arriver à la capacité nucléaire, mais il faut nuancer. Personne en Israël n'a dit récemment, je ne parle pas de politiciens israéliens qui ont dit quelque chose, il n'y a aucune estimation israélienne qui dit que dans 2 mois ou dans 1 semaine, les Israéliens vont finir par avoir une bombe. Ce n'est pas vrai. Mais quand même, le programme nucléaire militaire, il existe. Ça, on ne se met pas en question. Le fait que l'Iran s'obstine à avoir le programme de missiles balistiques aussi renforce l'hypothèse que quand même ils veulent avoir une bombe nucléaire. Le processus de vérification de JCPOA n'est pas assez crédible parce que personne ne se pose pas la question qu'est-ce qu'on va faire après que cet accord cesse d'être en vigueur, etc., etc. Et en fin de compte, pour les pays arabes et pour Israël, le risque d'avoir ces régimes dotés d'ogives nucléaires est un risque inacceptable. Il s'agit avant tout d'une simple divergence d'intérêts stratégiques entre l'Europe d'un côté et les pays arabes et côté. Parce que pour l'Europe, c'est vrai, je suis d'accord, une bombe nucléaire iranienne, ce n'est pas le risque absolu, c'est que concerne l'Europe, c'est plutôt un flux migratoire, un flux de réfugiés iraniens dans les cas où un cataclysme géopolitique arrive en Iran. C'est ça qui inquiète l'Europe. Mais Israël et les pays arabes sont inquiétés en effet par une bombe nucléaire iranienne parce que aussi, les renseignements n'est pas oracle de Delphi, les renseignements agissent dans n'importe quel pays démocratique, les renseignements effectuent l'estimation selon les intentions et la capacité. Personne ne peut prévoir qu'est-ce que va advenir en Iran demain après-demain, mais il y a la capacité et l'intention iranienne qui sont, les 2 côtés sont bien connus et on oublie aussi la fonction historique d'armes nucléaires. Ce n'est pas pour larguer une bombe atomique sur quelconque. Donc, personne ne pense en Israël que demain matin, c'est dans le cas où l'Iran a une bombe, Khamenei va se réveiller bon matin et décider de larguer une bombe sur Israël. Non, ce n'est pas l'approche israélienne, mais l'arme nucléaire servait toujours, depuis son invention, comme amplificateur de pouvoir géopolitique pour le pays qui détient l'arme nucléaire. Donc, dans les cas où le régime iranien se dote de bombes nucléaires, la menace conventionnelle de Hezbollah va devenir insupportable pour Israël. Pour le moment, l'arsenal des missiles de Hezbollah, des missiles de précision, des raquettes imprécises, il menace déjà Israël, il peut couvrir tous les terrains du pays.
Et il faut mentionner aussi que dans les cas de tirs de missiles, non seulement du Liban, mais aussi de Syrie, aucune capacité de cesser ces tirs de raquettes. Imaginez une situation pareille, mais aussi avec le parapluie du nucléaire iranien, c'est, comme on dit en anglais, off the table. Il y a aussi une notion militaire qui s'appelle dans n'importe quelle armée la gestion des risques. Il y a des risques acceptés, si ça arrive, bon, il faut accepter les risques, mais le risque d'accepter un régime iranien nucléaire est un risque pour Israël et pour les pays arabes aussi. Mais il faut imaginer que dans les cas où les Iraniens arrivent à dérailler le fonctionnement de la compagnie saoudienne Aramco, ça ne serait pas une petite crise régionale qui n'a rien à voir avec l'Europe ou avec l'Amérique. Ils ont déjà essayé de le faire, ils peuvent le faire. Et voilà, c'est ça la situation. Et c'est même en absence d'accord avec les États-Unis, l'Iran continue à amplifier sa force régionale. Et c'est vrai aussi que l'Iran est faible, mais dans les domaines de guerre asymétrique que l'Iran a développé, elle est bien forte. L'Iran, comme Hezbollah, ont compris que les points faibles d'Israël, c'est ses citoyens. Donc, ils peuvent frapper les citoyens israéliens avec les missiles. Donc, c'est le point fort iranien. Israël, évidemment, va continuer à agir pour niveler cette menace des missiles par tous les moyens dont Israël dispose. Et finalement, en arrivant au sujet de l'accord, je crois aussi que pour le moment, l'accord est impossible, la négociation est impossible parce que le but premier du régime, c'est la levée des sanctions. C'est ni une négociation avec les États-Unis, ni le programme nucléaire, qui aussi, je suis d'accord, qu'il est utilisé pour le marchandage, mais les États-Unis ne peuvent pas lever les sanctions parce que dans la situation actuelle, lever les sanctions sans que l'Iran fasse quelque chose, c'est juste une capitulation inconditionnée de l'Amérique que l'administration de Biden ne peut pas se permettre pour l'Amérique en tant que superpuissance mondiale quand même. Et finalement, pour conclure, il faut aussi, l'Iran ennemi ou pas ennemi, toutes ces discussions, il faut évoquer le fait que c'est un régime qui est tué et continue de tuer les citoyens américains depuis la révolution de 1979. C'est un régime qui a exécuté en opposant Ruhollah Azem et il y a quelques mois, qui a été enlevé en Irak. C'est un régime qui assassine les opposants en Europe et c'est un régime qui a abattu délibérément en avion de Boeing ukrainien avec les passagers iraniens. Et finalement, je voudrais juste partager mon écran. Et le nucléaire iranien peut aussi accélérer la prolifération nucléaire parce que les Saoudiens ont promis que dans les cas où l'Iran se dote d'armes nucléaires, les Saoudiens vont accélérer aussi leur programme nucléaire qui est déjà existant. Et si l'Arabie saoudienne se dote d'armes nucléaires, alors la Turquie va faire pareil. La Turquie maintenant est en train de travailler avec le Pakistan sur le programme nucléaire. C'est la négation de la Shoah du régime, c'est quelque chose de très important. C'est écrit en français sur le site personnel du Suprême Guide après quelques attentats islamistes en France. Et donc, vous pouvez lire le prophète de Dieu versus Holocauste. Pourquoi alors douter au sujet de l'Holocauste est considéré comme un crime et pourquoi celui qui écrit sur ces sujets doit être condamné à la prison tandis que l'offense au prophète en acte permis. Donc, ça ne veut pas dire, je souligne, ça ne veut pas dire que l'Iran est nazi, mais cela souligne et démontre le fait que la négation de la Shoah, l'antisionisme, la haine d'Israël, c'est quelque chose de très profond qui est très important au moins pour Khamenei. Et c'est Khamenei qui décide. Est-ce que Rouhani pense à Israël? Je crois que non. Mais c'est Khamenei qui décide. Le fait que
Après ces attentats affreux en France, il a cru nécessaire de promouvoir ce sujet de la négation de la Shoah. C'est quand même dit quelque chose. En fait, en fin de compte, il faut comprendre que l'idéologie iranienne, en fait, c'est une idéologie islamiste générale qui a beaucoup de communs avec l'idéologie islamiste de frères de la confrérie musulmane et les mouvements pareils, tandis que l'ichisme stricto sensu n'est qu'une variation iranienne locale. Par rapport à la position israélienne quant à une éventuelle reprise des négociations. Alors certes, on peut constater en tout cas que pour l'instant, disons parmi les dirigeants actuels, c'est relativement une position modérée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu, comme ça avait été le cas à l'époque d'Obama, des prises de position très très fortes contre Obama. On se rappelle le discours de Netanyahou devant le Congrès américain, qui était vraiment une ingérence quelque part, parce qu'il prenait parti pour un camp contre un autre aux États-Unis. Tandis que là, bon, est-ce qu'il y a un changement stratégique ou tactique des Israéliens à l'égard d'une reprise de ces négociations par l'équipe démocrate? Bon, d'abord, je dirais que la position israélienne n'est pas importante pour les États-Unis. Hein. Les États-Unis vont faire ce qu'ils veulent et je ne crois pas que la position israélienne ait une importance quelconque, mais pour le moment, la position israélienne officielle, au moment qu'Israël peut soutenir l'accord à condition que cet accord inclut les sujets de missiles et l'ingérence iranienne régionale, qui est en fait un euphémisme pour dire les terrorismes. Il s'agit des milices qui tuent. Il ne faut pas percevoir ces sujets d'ingérence iranienne comme si l'Iran, évidemment, c'est un État indépendant, il a une politique, il y a les méchants Israël et Saoudite qui n'aiment pas la politique iranienne et ne veulent que l'Iran cesse sa politique. Il s'agit de terrorisme, de meurtre, d'assassinat. Il s'agit de ça. Mais on comprend aussi qu'en effet, il n'y a aucune chance que le régime iranien renonce à sa force asymétrique. C'est le seul point fort de l'armée iranienne. On veut un accord qui doit comprendre A, B et C, mais pour le moment, tant que la situation soit vue maintenant, c'est impossible. Et quand même, par rapport à ce que vous avez demandé concernant l'accord d'Obama, le comportement américain est autre aujourd'hui quand même. On voit que aussi, on a pu voir les frappes américaines sur les milices pro-iraniennes en Syrie. Donc, on a l'impression que Biden ne fait exactement copy-paste de la politique d'Obama. Et quand le processus de pourparlers avec l'Iran a débuté en 2015, ce n'est pas que Netanyahou a décidé d'aller au Congrès, etc. Les Américains ont menti aux officiers de renseignement israéliens et les Américains ont fermé les sources de renseignement avec lesquelles il y avait toujours l'échange concernant l'Iran. Et l'accord, je cite, il contient aussi des clauses secrètes qui n'ont pas été publiées, qui contient aussi des garanties américaines pas seulement contre une attaque israélienne, personne ne parle pas d'une attaque israélienne sur les installations, mais contre des actions israéliennes contre le programme nucléaire américain. Donc, c'est pas l'accord originel, ce n'est pas que ça que c'est écrit. Donc, c'est ça qui a provoqué aussi les réactions de Netanyahou. Et maintenant, le comportement est quand même, on espère, c'est autre. On voit que Biden voit que c'est simplement redémarrer le processus de pourparlers avec l'Iran. C'est impossible. Même Blinken a dit que le pourparler, s'il commence, il sera long et dur. Je passe tout de suite la parole à Dominique Moïsi, qui va donc justement, c'est une bonne transition, intervenir sur la position américaine. Est-ce que l'on peut penser aujourd'hui que l'Amérique de 2021
Biden n'est pas exactement la situation dans laquelle se trouvait Obama à la fin de son mandat en 2015. Et est-ce que vous avez écrit un article ces jours-ci paru dans les Échos, nouveau bras de fer entre l'Iran et les États-Unis, justement, est-ce que vous pouvez développer votre analyse de la situation américaine aujourd'hui? Beaucoup de choses ont été dites et je me situe dans le prolongement des propos qui viennent d'être tenus. En fait, je suis tout à fait d'accord. Biden n'est pas Obama 3. Contrairement à ce qui avait été dit par beaucoup d'analystes. Il se situe dans le prolongement de Donald Trump et il veut s'opposer à Donald Trump, mais en même temps, il accepte une partie de l'héritage moyen-oriental de Donald Trump. Il ne va pas remettre en cause, bien entendu, la position de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Il soutient les accords d'Abraham. Il reconnaît la situation nouvelle qui a été créée par Donald Trump au Moyen-Orient. Et je crois, ce qui est très important aussi, c'est qu'il n'est pas Obama dans la mesure où il n'a pas cette obsession face à l'utilisation éventuelle de la force dans la région. On l'a vu au cours des derniers jours, eh bien, Biden a demandé aux forces américaines d'intervenir en Syrie contre des forces pro-iraniennes, sinon iraniennes. Donc il y a en réalité la volonté chez Biden de définir une politique Biden qui intègre l'héritage de son prédécesseur, qui se situe dans un prolongement d'Obama, mais qui n'est pas Obama 3. Alors, je crois qu'il y a, si l'on veut élargir le débat, d'abord la volonté de créer un nouvel équilibre dans la position des États-Unis. Aux yeux de Biden, Donald Trump s'était aligné de manière beaucoup trop unilatérale du côté de l'Arabie saoudite. Et l'Amérique de Biden, qui met l'accent sur la question des droits de l'homme, la question de la démocratie, consiste à prendre ses distances, non pas tant avec l'Arabie saoudite qu'avec MBS, le prince héritier lui-même. Il est clair que Biden souhaite négocier directement avec le roi Salman, même si l'on sait que le pouvoir se situe davantage du côté du prince héritier MBS. Alors, sur la question du JCPOA, oui, Washington dit « nous voulons revenir à 2015 ». Sauf que ce n'est pas 2015. Ce n'est pas 2015 dans la mesure où ils entendent rectifier le traité de Vienne signé il y a 6 ans, tirer les leçons de ses limites, élargir la dimension temporelle et prolonger la durée de l'accord. C'était une des grandes critiques qui avait été faite à cet accord, et l'élargir sur les 3 questions. Le gouvernement français avait été en première ligne sur cette volonté d'élargissement, faire en sorte que les missiles balistiques soient intégrés, limiter l'expansionnisme régional de l'Iran et faire en sorte que Téhéran accepte des limites à cet expansionnisme régional, et enfin qu'il y ait plus de clarté dans
l'accès aux inspecteurs de l'AIEA et que l'Iran apparaisse comme un partenaire de meilleure volonté dans le processus de négociation. Alors, il n'y a aucune, je crois, illusion à Washington sur la volonté des Iraniens d'abandonner le projet nucléaire. Et non seulement Biden est conscient de l'opposition des républicains à la reprise des négociations, mais il sait aussi que dans le camp des démocrates, il y a au moins un quart des démocrates qui ne fait pas confiance à l'Iran et au régime des mollahs. Un point, c'est tout. Sans raison, parce que c'est l'Iran, parce que c'est le régime et qu'on prête sans doute de manière fort légitime les pires des intentions au régime iranien. Alors, je crois que ce que notre ami israélien a dit précédemment pour expliquer la modération relative des Israéliens face à la reprise éventuelle de la négociation avec l'Iran est tout à fait juste. Les Américains, tout comme les Israéliens, ne croient guère à la possibilité d'une réussite, d'un retour de la négociation. Il y a des élections en Iran, un peu grâce à Donald Trump, les plus radicaux des mollahs risquent de remporter ces élections. Pourquoi Israël se mettrait en première ligne pour s'opposer à une négociation qui ne débouchera pas? Laissons les mollahs faire le job. J'ai d'autres priorités. Il y a, je crois, une autre dimension que vous n'avez pas évoquée, que je décrirais comme un équilibre psychologique différent aujourd'hui entre Israël et l'Iran de celui qui existait en 2015. Autrement dit, Israël est beaucoup plus fort et l'Iran beaucoup plus faible. Il y a eu les accords d'Abraham qui quand même donnent une forme de confiance aux Israéliens qui est tout à fait nouvelle. Ils commencent à être intégrés dans la région. J'écoutais hier un haut diplomate émirati qui expliquait que nouer des relations diplomatiques avec Israël, c'était pour les Émiratis, eh bien, suivre le principe de réalisme, poursuivre les intérêts nationaux des Émiratis. La politique précédente de refus d'Israël au nom de la cause palestinienne n'avait débouché sur rien et l'interlocuteur disait peut-être que si on a des relations plus étroites avec Israël, c'est bon pour les Palestiniens eux-mêmes. Donc il adoptait cette ligne de raisonnement. À l'inverse, les Iraniens se rendent bien compte qu'ils sont objectivement en position de plus grande faiblesse aujourd'hui qu'ils n'étaient en 2015. Alors, il y a un autre point que je voudrais aborder et qui est une différence entre 2021 et 2015, et je le formulerai ainsi. Il me semble qu'en 2015, l'accord avec les Iraniens sur le nucléaire était beaucoup plus important pour Barack Obama dans l'ensemble de la diplomatie américaine que le même accord ne l'est aujourd'hui pour Joe Biden dans l'ensemble de la diplomatie américaine. Au fond, le Moyen-Orient ne joue plus pour les États-Unis le rôle qu'il continuait de jouer en 2015. Les États-Unis de Biden ont deux priorités, et deux priorités seules. Sur le plan externe, l'Asie,
avec bien entendu la relation avec la Chine, le grand rival, le grand compétiteur, et sur le plan interne, c'est bien entendu la réconciliation des Américains avec eux-mêmes à partir d'une crise du Covid qui aurait été maîtrisée de manière réussie, et ce, rapidement. Donc le Moyen-Orient, c'est une question qui prend du temps, qui prend des efforts, et l'Amérique n'est pas prête à s'engager comme elle l'a fait au cours des 2 dernières décennies. On l'a vu avec Bush rectifier le traité de Vienne signé il y a 6 ans, tirer les leçons de ses limites, élargir la dimension temporelle et prolonger la durée de l'accord. C'était une des grandes critiques qui avait été faite à cet accord, et l'élargir sur les 3 questions. Le gouvernement français avait été en première ligne sur cette volonté d'élargissement, faire en sorte que les missiles balistiques soient intégrés, limiter l'expansionnisme régional de l'Iran, et faire en sorte que Téhéran accepte des limites à cet expansionnisme régional, et enfin qu'il y ait plus de clarté dans l'accès aux inspecteurs de l'AIEA, et que l'Iran apparaisse comme un partenaire de meilleure volonté dans le processus de négociation. Alors, il n'y a aucune, je crois, illusion à Washington sur la volonté des Iraniens d'abandonner le projet nucléaire. Et non seulement Biden est conscient de l'opposition des républicains à la reprise des négociations, mais il sait aussi que dans le camp des démocrates, il y a au moins un quart des démocrates qui ne fait pas confiance à l'Iran et au régime des mollahs. Un point, c'est tout. Sans raison, parce que c'est l'Iran, parce que c'est le régime, et que on prête sans doute de manière fort légitime les pires des intentions au régime iranien. Alors, je crois que ce que notre ami israélien a dit précédemment pour expliquer la modération relative des Israéliens face à la reprise éventuelle de la négociation avec l'Iran est tout à fait juste. Les Américains, tout comme les Israéliens, ne croient guère à la possibilité d'une réussite, d'un retour de la négociation. Il y a des élections en Iran, un peu grâce à Donald Trump, les plus radicaux des mollahs risquent de remporter ces élections. Pourquoi Israël se mettrait en première ligne pour s'opposer à une négociation qui ne débouchera pas? Laissons les mollahs faire le job. J'ai d'autres priorités. Il y a, je crois, une autre dimension que vous n'avez pas évoquée, que je décrirais comme un équilibre psychologique différent aujourd'hui entre Israël et l'Iran de celui qui existait en 2015. Autrement dit, Israël est beaucoup plus fort et l'Iran beaucoup plus faible. Il y a eu les accords d'Abraham qui quand même donnent une forme de confiance aux Israéliens qui est tout à fait nouvelle. Ils commencent à être intégrés dans la région. J'écoutais hier un haut diplomate émirati qui expliquait que nouer des relations diplomatiques avec Israël, c'était pour les Émiratis, suivre le principe de réalisme
poursuivre les intérêts nationaux des Émiratis. La politique précédente de refus d'Israël au nom de la cause palestinienne n'avait débouché sur rien, et l'interlocuteur disait peut-être que si on a des relations plus étroites avec Israël, c'est bon pour les Palestiniens eux-mêmes. Donc il adoptait cette ligne de raisonnement. À l'inverse, les Iraniens se rendent bien compte qu'ils sont objectivement en position de plus grande faiblesse aujourd'hui qu'ils n'étaient en 2015. Alors, il y a un autre point que je voudrais aborder et qui est une différence entre 2021 et 2015, et je le formulerai ainsi. Il me semble qu'en 2015, l'accord avec les Iraniens sur le nucléaire était beaucoup plus important pour Barack Obama dans l'ensemble de la diplomatie américaine que le même accord ne l'est aujourd'hui pour Joe Biden dans l'ensemble de la diplomatie américaine. Au fond, le Moyen-Orient ne joue plus pour les États-Unis le rôle qu'il continuait de jouer en 2015. Les États-Unis de Biden ont deux priorités, et deux priorités seules. Sur le plan externe, l'Asie, avec bien entendu la relation avec la Chine, le grand rival, le grand compétiteur, et sur le plan interne, c'est bien entendu la réconciliation des Américains avec eux-mêmes à partir d'une crise du Covid qui aurait été maîtrisée de manière réussie, et ce, rapidement. Donc le Moyen-Orient, c'est une question qui prend du temps, qui prend des efforts, et l'Amérique n'est pas prête à s'engager comme elle l'a fait au cours des 2 dernières décennies. On l'a vu avec Bush, qui s'est engagé dans des aventures militaires malheureuses pour un coût considérable qui a affaibli l'Amérique économiquement et internationalement. Et on l'a vu d'une certaine manière avec Obama, qui a cherché à équilibrer les excès de Bush par des excès inverses. Et puis il y a eu cette parenthèse Donald Trump, que j'ai tendance plutôt à considérer comme une parenthèse que comme un moment qui peut revenir, même si bien entendu on ne peut pas l'exclure, même si l'Amérique reste profondément divisée, mais je ne crois pas qu'on va revenir à l'exception trumpienne, en particulier dans la politique moyen-orientale des États-Unis. Donc il y a quelque chose de plus classique chez Joe Biden, et pour le comprendre, il faut sans doute revenir à la décennie des années 90. Mais une Amérique plus internationaliste, mais plus modeste dans son internationalisme, qui a des moyens plus limités, qui n'est plus seul, qui est encore indispensable, mais qui n'est pas seul à être indispensable. Donc il y a une sorte de nouveau pragmatisme, de nouveau réalisme, mais basé sur des principes et sur une volonté démocratique, bien entendu, que ne partageait absolument pas l'administration Trump. Donc voilà, je dirais une Amérique qui revient dans la négociation. C'est important pour son image, c'est important pour crédibiliser la volonté de retour au multilatéralisme de Washington. Ça se fait en liaison étroite avec les Européens. C'est un beau symbole, mais
pas d'illusion non plus. L'accord n'est pas au bout de la route. Bien, merci Dominique. Alors Gérard Inger a une question qui, je crois, vous est destinée. Je lui passe la parole. Contrairement à ce qu'on entend et on lit, l'Iran est en position de faiblesse relative par rapport à 2015, mais ça m'incite à deux questions. La première, c'est que j'ai appris du général de Gaulle que quand on est en position de faiblesse, on ne négocie pas. Donc, est-ce que ça ne va pas être un obstacle à la négociation? Et la deuxième question, je ne crois pas le moins du monde, comme vous trois, à une guerre directe entre l'Iran et Israël. En revanche, quid du rôle que pourrait jouer le Hezbollah pour, entre guillemets, titiller les Israéliens, leur ouvrir un front qui les ennuie considérablement, sans pour autant mouiller l'Iran et risquer une véritable guerre? Concernant le Hezbollah, oui, c'est exactement la crainte israélienne. C'est vrai que aussi le Hezbollah peut détruire la moitié d'Israël, mais ce n'est pas dément. On a du mal à croire que Hezbollah va commencer une guerre sans l'ordre de Téhéran. Et l'ordre de Téhéran viendra uniquement si Israël décide de bombarder ou attaquer d'autre façon les installations nucléaires iraniennes. Alors oui, alors ça va déclencher une réaction de Hezbollah, sans doute. Mais de l'autre côté, Hezbollah peut créer une autre crise. Par exemple, peut tirer et tuer quelques soldats. Alors qu'est-ce qu'Israël va faire? Ne pas répondre va provoquer dans quelques semaines une autre provocation plus grande, et répondre massivement va déclencher une guerre. Alors, ça sera un dilemme israélien, oui. Et concernant la faiblesse iranienne, oui, mais en général, la diplomatie, en paraphrasant Clausewitz, la diplomatie est la continuation des guerres par d'autres moyens. Les Iraniens, pour le moment, n'ont aucune raison de renoncer tant qu'il n'y ait aucune menace de guerre. Chaque pas iranien, il est très logique et très rationnel. En fait, en matière de soft power, Israël a marqué des points considérables avec la réussite de sa politique de vaccination contre le Covid. Et il y avait vraiment, en matière de soft power, au contraire, des points négatifs pour l'Iran, qui est le pays de la région qui a peut-être été le plus affecté par la pandémie et dont la réponse a été inadéquate. Donc il y a vraiment un Israël qui se sent plus fort, un Iran qui se sent plus faible. Et avec cette idée que quand même on est jugé sur la scène internationale par des critères de soft autant que de hard power. Mais quand on est faible, on ne bouge pas, on ne négocie pas. Sauf si on est contraint de le faire quand même. Tout dépend de la situation. Enfin, je crois la question pour l'Iran n'est pas qu'est-ce qui est bien pour l'Iran, mais qu'est-ce qui permet de sauver le régime. Et à un moment donné, la survie du régime l'emporte sur toute autre considération. Est-ce que la poursuite du programme nucléaire condamne le régime parce qu'elle ruine économiquement le pays et donc ses citoyens, ou est-ce qu'à l'inverse, c'est l'arme nucléaire qui permettra de sauver le régime pour éviter le précédent irakien de Saddam Hussein? Si Saddam Hussein avait eu l'arme nucléaire, est-ce qu'on se serait permis de le renverser? Donc je crois qu'il y a cette obsession à Téhéran, mais la conclusion n'est pas simple. Qu'est-ce qui est le plus dangereux pour le régime? La question, juste pour compléter ce qu'a dit Dominique, parce que c'est tout à fait pertinent, c'est est-ce qu'on négocie en position de faiblesse, mais est-ce qu'on réforme en position de faiblesse? Parce que dans le cas de l'Iran, comme Alex l'a dit,
on est dans un régime révolutionnaire. Donc, ouvrir une ambassade, Alex a parlé de la question d'Israël, qui est une question d'identité du régime. Mais la question d'ouvrir une ambassade des États-Unis à Téhéran serait un désaveu pour le régime, parce que tout le monde ferait la queue pour avoir un visa et partir aux États-Unis. Donc, ils ne peuvent pas. Et en même temps, et c'est la différence avec les régimes communistes d'Europe de l'Est, ils n'ont pas enfermé leur population. C'est-à-dire qu'ils laissent les gens fuir, partir, etc. Et donc ça, c'est une spécificité, une flexibilité plus grande que les régimes communistes. Et donc il y a quand même des différences par rapport au régime totalitaire, c'est qu'ils ont pris acte de leur échec à contrôler la société. Et c'est pour ça que c'est un régime qui est difficile à analyser. Parce que c'est vrai qu'il y a une projection idéologique très forte à l'extérieur, mais toute personne qui a vécu en Iran, en fait, a une vision beaucoup plus nuancée. Parce que finalement, ils sont capables, ils sont conscients surtout des limites de leur pouvoir en interne. Et c'est ça qui les rend très pragmatiques à l'externe. Et donc, on ne peut pas exclure qu'ils négocient avec les États-Unis, mais alors c'est très clair. Ils veulent des récompenses financières. Ils veulent le déblocage des fonds. Donc, c'est des objectifs très précis, des exportations de pétrole. Donc, ils sont capables de négocier avec l'administration Biden un accord très précis, par exemple, arrêter l'enrichissement à 20% qu'ils viennent de reprendre contre pouvoir exporter 1 million de barils jour. Ça, c'est très précis. Ou alors, comme l'a dit Dominique, ils ont échoué dans le Covid. Avoir l'accès au vaccin, ça fera plaisir à tout le monde, surtout si le vaccin russe ne marche pas aussi bien que ce qu'on attend. Parce qu'une nuance avec ce qu'a dit Dominique, le Sputnik 5, c'est une grande victoire pour Khamenei. Le fait que plein de pays européens achètent le vaccin russe, que tout le monde rigolait sur ce vaccin en Europe. Et finalement, Khamenei, qui s'est quand même mis en danger, parce que les Iraniens voulaient accéder à Pfizer, ils voulaient accéder à Moderna, et il a interdit, il y a eu 150 000 doses, une annulation d'achat. Et l'arrivée de Sputnik et le fait que si Sputnik marche, c'est quand même une sacrée réussite pour le soft power russe en Iran. Parce que jusqu'à présent, la Russie est très impopulaire en Iran. Donc là, on voit quand même que la position de faiblesse, ils arrivent bien à la gérer. Et il faut se rappeler qu'à la fin de la guerre Iran-Irak, et c'est toujours le point de comparaison qui est pris, à la fin de la guerre Iran-Irak, ils ont abandonné leur slogan révolutionnaire pour signer avec Saddam Hussein. Ils rappellent toujours ça. Ils disent « nous avons négocié avec Saddam Hussein ». Alors, ils sont prêts à négocier avec Israël. Je nuancerai parce qu'ils ont acheté des armes, l'Iran Gate. Donc, ils sont capables d'aller très, très loin. Je pense, pour leur survie. Parce qu'il l'a dit, Khomeini, avant de mourir, il a dit c'est plus important de défendre la République islamique que d'aller faire le pèlerinage à la Mecque, qui est un des 5 piliers de l'islam. Ce qu'ils appellent maslahat, le discernement. Et avec le discernement, on peut tout faire. Donc, il y a beaucoup de possibilités, même dans leur boîte à outils idéologique. Mais c'est vrai qu'à court terme, ça va plus dépendre des États-Unis. Parce que déjà, le changement de position vis-à-vis de l'Arabie saoudite, ça a été quand même, sur le plan rhétorique, assez brutal. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a une continuité totale avec Trump parce qu'il y a une inquiétude dans les pays du Golfe sur l'administration Biden. Et il y a aussi quand même Robert Malley, qui a un envoyé spécial sur l'Iran, et Richard Nephew, qui pensent qu'on peut gérer les ambitions nucléaires iraniennes avec la carotte et le bâton. Parce que modéré et conservateur, comme l'a expliqué Alex, c'est good cop, bad cop. Mais France, États-Unis, c'est good cop, bad cop. Et sanctions ou pas sanctions, c'est carotte et bâton. Donc, pour répondre à carotte et bâton, ils sortent réformateurs, conservateurs. Donc, tous les pays, toutes les diplomaties font ça. Chacun a deux voies. Avec Trump, il n'y avait plus la voie de la récompense. Donc, c'est pour ça qu'ils sont finis par rentrer à contre-cœur dans la surenchère nucléaire. Et ils ont même eu des problèmes en interne, parce que le ministre des Renseignements est allé beaucoup plus loin. Il a dit qu'on pouvait avoir une bombe. C'était la première fois que dans les médias de la République islamique, en public, était évoquée la possibilité de militariser le programme. Même sur Ahmadinejad, c'était totalement interdit. Moi, j'habitais en Iran sur Ahmadinejad. Il n'y avait jamais une mention par un officiel iranien d'obtenir une bombe. C'était interdit parce qu'il y avait la fatwa du guide. Et là, Trump a provoqué ça quand même. Donc, c'est les États-Unis maintenant comme risque de prolifération nucléaire. C'est aussi cette image, c'est encore tactique ça aussi. C'est-à-dire, il y a l'assassinat de l'ingénieur iranien imputé à Israël. En réponse, on fait de la surenchère nucléaire parce qu'on veut montrer à l'Occident, on veut faire la carotte et le bâton à son tour. C'est ce qu'ils font avec leur population. C'est la spécialité des mollahs, c'est une tradition de nombreux religieux, de manipuler. Et donc là, l'idée de manipuler, c'est de dire, ben voilà, vous voulez la force, ben nous aussi, on est capable. Mais je pense que l'administration Biden sait très bien qu'à partir du moment où ils vont lâcher quelques milliards à l'Iran, il y aura des restrictions sur le programme nucléaire. Donc ça va dépendre en fait du seuil de tolérance de l'Occident
sur le risque de prolifération nucléaire. Et je pense que vu le niveau d'obsession en Occident sur cette question, il y a des chances que la stratégie iranienne fonctionne à minima, c'est-à-dire pour un accord limité. Et je voudrais partager avec vous mes mémoires en tant que citoyen soviétique quand même, parce que j'ai un point très spécifique pour comparaison, parce que j'ai vécu à Moscou jusqu'à 91, où j'ai quitté à l'âge de 16 ans, donc je me souviens très bien de Perestroïka et tout ça. Et quand je me souviens de tout ça, il n'y a rien, cela n'a rien à voir avec l'Iran, parce qu'on pouvait sentir à partir de à peu près de 86 que le pays changeait. On a cessé l'oppression des KGB, la poursuite des dissidents, le pays changeait. Je ne dis pas que j'aurais pu prévoir l'effondrement de l'Union soviétique, mais c'était clair en 90 que l'Union soviétique n'est pas comme elle était il y a quelques années. Rien de pareil en Iran. En fin de compte, personne en Union soviétique n'était prêt à défendre le régime soviétique arme à la main. En Iran, la situation est complètement différente. Comme Clément dit, c'est un régime très intelligent. Il sait gérer les pressions. On peut protester en Iran. En Iran, on peut écrire contre le gouvernement. On peut accabler d'insultes le président. C'est légitime. Seulement, la personnalité du suprême guide est intouchable. Mais en fin de compte, en Iran, il y a des élites assez nombreuses qui sont intéressées dans la survie de ces régimes. Donc, c'est ça la différence principale entre l'Union soviétique et l'Iran, et surtout que Gorbatchev, il était un homme décent, il a fêté ses 90 ans, mais il n'a pas voulu de casser le système soviétique. Il voulait lancer des réformes, mais il n'a pas compris jusqu'au bout que réforme veut dire la fin du système soviétique, parce que le système soviétique était invivable. L'Iran est vivable parce qu'on dit oui, la situation économique est difficile, mais dans la moitié des pays du monde, la situation économique est précaire ou difficile. Revenir sur l'utilisation par l'Iran de la menace nucléaire. Alors on me demande, est-ce que ce n'est pas un moyen d'affirmer son nationalisme, enfin la fierté nationale autour du programme nucléaire? Est-ce que les Iraniens n'ont pas raison de se méfier des Américains compte tenu de la volatilité des positions américaines? Il suffit qu'il y ait un changement de régime qu'on a vu entre Trump et Obama, et puis maintenant Biden et Trump, etc., pour qu'on revienne sur des accords passés. Donc la fiabilité de la signature d'un accord avec les Américains pose question. Est-ce que les Iraniens n'ont pas raison de se méfier? Et puis, est-ce que la faiblesse dont on a parlé, ça ne va pas les conduire à être jusqu'au boutiste plutôt? C'est le risque, c'est-à-dire que dans une phase de compétition interne à l'oligarchie, parce que je l'ai dit, réformisme modéré, conservateur, Alex l'a bien dit, ça n'a aucune réalité au niveau social, si ce n'est de faire respirer la société. C'est deux stratégies de survie qui sont différentes, mais avec le même objectif, de faire vivre la révolution de Roménie. Mais c'est deux interprétations, c'est une querelle d'interprétation. Donc il faut bien comprendre que la faiblesse, c'est aussi, par exemple, la survie par les relations économiques avec les États-Unis. Ça a été théorisé par l'ayatollah Rafsanjani, qui est décédé dans sa piscine, donc on ne sait pas trop, hein, à plus de 80 ans, si c'est un accident ou si c'est une élimination. Mais en gros, dans la presse iranienne, ce qu'on voit, c'est que Rafsanjani est éternel, dans le sens où l'Iran aura toujours besoin d'une réelle politique, c'est-à-dire d'exporter son pétrole pour survivre, alors qu'Ahmadinejad est éphémère. C'est-à-dire que la surenchère idéologique ne dure pas parce qu'elle ne permet pas au système de se renforcer. Donc il y a vraiment, ce débat est très très fort. Et Khamenei ne choisit jamais. Je dis toujours, il y a deux jambes en République islamique, la jambe idéologique révolutionnaire et la jambe pragmatique réaliste. Et le guide arbitre entre les deux, mais sans jamais choisir définitivement. Donc il faut être très prudent quand on analyse les futures élections. Mais ce qui est sûr, c'est que quand il y a une compétition en interne, c'est contre. C'est jamais pour. C'est-à-dire, j'ai dit que la République islamique instrumentalisait l'intérêt national. L'idée que finalement, même si Dominique l'a dit, ils ne défendent pas l'Iran, ils défendent le régime, mais ils instrumentalisent l'idée nationaliste. Et donc le nucléaire, c'est un moyen de faire ça, mais c'est un moyen qui est quand même très limité parce que, vous savez, quand vous êtes en Iran, vous avez de l'essence de très mauvaise qualité dans votre voiture.
Si vous demandez à un chauffeur de taxi ce qu'il veut de l'uranium à 20% ou de l'essence de qualité européenne, il voudra de l'essence de qualité européenne pour mettre dans sa voiture et réduire la pollution à Téhéran parce que l'air est irrespirable. Donc, ils doivent prendre en compte quand même ce point de vue par le bas. Rouhani a dit aujourd'hui qu'il fallait signer et intégrer l'Iran au GAFI, donc le groupement financier international, convention de Palerme, convention contre le terrorisme, pour pouvoir récupérer les avoirs. Donc il y a aussi la réelle politique implique de respecter des règles. Et c'est là où il y a une complexité, c'est-à-dire ce que j'appelle les ayatollahs oligarques, où Rouhani va à Davos, où Zarif va à Davos pour rencontrer les multinationales, et en même temps écrit mort à l'Amérique le vendredi. Ça, on a vu que sous Obama, ça ne marchait pas, parce que les Européens ne sont pas indépendants, donc ils savent qu'ils ne peuvent pas attirer les multinationales en criant mort à l'Amérique le vendredi. Donc aller à Davos, c'est une perte de temps. Donc ça, ils ont compris. Mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas exporter leur pétrole et avoir cet accord à minima que j'ai mentionné tout à l'heure. Donc l'un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire qu'ils ont compris jusqu'où ils pouvaient aller, c'est-à-dire que le modèle chinois n'est pas possible en Iran. Et donc ça, c'est important, c'est une leçon d'Obama. Parce qu'Obama a voulu éliminer la question des droits de l'homme. Il le dit dans ses mémoires qu'il le regrette. Sur la question du mouvement vert de 2009, il y a plusieurs pages. Il dit qu'il a été manipulé par son expert Iran. Ça, c'est intéressant d'ailleurs. Parce qu'il lui disait, si vous soutenez, vous allez les tuer. Donc l'ambassadeur Nicolo disait ça, et moi aussi à l'époque. On disait que si Sarkozy soutenait la révolution en Iran en 2009, et c'était une erreur, parce que finalement, sur le plan rhétorique, ça a excité la répression. Mais en même temps, la répression aurait eu lieu, même si les Occidentaux avaient parlé. Donc c'est toujours compliqué, ces questions des droits humains. Mais en gros, si vous voulez, le régime est bloqué, mais il est capable d'innovation. Il faut se rappeler qu'avant 2015, tous les chercheurs spécialistes de l'Iran et de la République islamique disaient c'est impossible qu'ils signent avec les États-Unis. Et donc moi, j'ai vécu toutes ces étapes. En 2009, pour la première fois, 2008-2009, sous Ahmadinejad, le débat des relations avec les États-Unis est apparu dans la presse iranienne. Avant, c'était interdit. Ensuite, ils se sont rencontrés secrètement via le sultan d'Oman. Et donc ça aussi, c'était interdit, mais le guide l'a autorisé en secret tout en disant le contraire en public. Et enfin, il y a eu le coup de téléphone entre Rouhani et Obama. Donc il y a aussi une autre théorie qui dit que si on se sociabilise, c'est-à-dire que ces dirigeants iraniens, en rencontrant les Occidentaux, ils déconstruisent leur propre idéologie aussi. Donc il y a aussi cette idée qui existe. Mais c'est un régime qui est infréquentable, comme disait l'ambassadeur de France quand j'étais. On voudrait les éviter, mais ils sont incontournables. Donc c'est toujours le problème avec l'Iran. Vous avez parlé de la Syrie, de la question de est-ce qu'on peut régler les crises de la région sans l'Iran? On sait très bien que c'est impossible puisque l'Iran fait partie du problème. En même temps, on sait aussi avec Alex que c'est impossible de négocier avec ce régime parce que la personne avec qui vous parlez, c'est-à-dire le gouvernement, n'est pas responsable de la politique régionale. Donc, vous parlez avec un interlocuteur qui n'est pas responsable du sujet que vous évoquez avec lui. Donc, tous ces projets européens d'associer l'Iran au Yémen, etc., voilà, c'est très naïf. Mais en même temps, ce que vous direz, le Quai d'Orsay, c'est est-ce qu'on a le choix? Voilà. Qui voulez-vous qu'on parle? Et ça, c'est la différence avec la Russie, parce que la Russie parle au guide suprême. Donc ça, c'est important à comprendre. La Chine et la Russie ont une capacité à parler au guide suprême, donc à l'interlocuteur qui décide. Tandis que les Européens, donc l'ennemi, entre guillemets, le Doshman, on dit en persan, de l'Iran, de la République islamique, ne peut parler qu'au président qui, lui, ne décide pas. Et la même chose pour la réforme. Alex a mentionné son expérience en ex-URSS. On en a parlé ensemble avec Alex. Gorbatchev était président. Il avait le pouvoir. Rouhani, il n'a pas le pouvoir, celui qui veut réformer. C'est Khamenei. Et lui, il ne veut pas réformer. Donc, c'est pour ça que la réforme est impossible, à mon avis, dans ce régime. On appelle un système autobloquant. Et donc là, ce système autobloquant va se mettre en place. Et donc, même si je n'exclus pas un accord limité, parce que c'est pour la survie à court terme économique, ça sera très difficile d'avoir un élargi, ça me semble totalement impossible. Hein. L'idée de Sarkozy, de Macron et l'idée de Biden et des Allemands d'élargir les sujets me semble une chimère avec ce régime. Est-ce qu'il y a un canal de négociation direct entre Américains et Iraniens aujourd'hui? En tout cas, ils se connaissent. J'ai fait plusieurs réunions avec l'INSS, le think tank israélien. Richard Nefew, qui vient d'être nommé, était là. Ils ont des lignes de communication. Ils savent très bien comment gérer. Ils connaissent les sanctions aussi. Richard Nefew, l'adjoint, c'est quelqu'un qui est spécialiste du détricotage des sanctions. Donc, je crois qu'il y a toutes les compétences des deux côtés. Il faut savoir que les dirigeants iraniens, c'est un paradoxe de ce régime, ont leur PhD des États-Unis avec des bourses du Shah d'Iran.
Donc ça, c'est intéressant aussi pour des anti-américains. Et ils envoient leurs enfants étudier aux États-Unis. Donc il faut faire attention. Hein. C'est un régime qui a beaucoup de contradictions. Et donc, je pense qu'ils ont une capacité à se parler en anglais directement. C'est raconté dans les mémoires de Wendy Sherman. Donc, j'ai lu tous les ouvrages des anciens d'Obama qui sont aujourd'hui, même si ce n'est pas Obama 3, en tout cas, la capacité à se parler, les lignes téléphoniques fonctionnent. Et à mon avis, ils sont déjà en train de se parler dans le dos des Européens. En général, c'est la stratégie des démocrates. Ils envoient les Européens faire le spectacle en avant et ils s'entendent par derrière discrètement. C'est ce que Richard Nephew a dit à l'INSS à plusieurs reprises. Il a dit, de toute façon, moi, je préfère une négociation bilatérale. C'est impossible si vous avez les Européens, les Russes et les Chinois pour s'entendre avec la République islamique. Déjà que du côté iranien, il faut s'entendre avec Khamenei, avec tous ces groupes dont je vous ai parlé différents. Ils doivent sans cesse se téléphoner. C'est raconté dans les récits des négociateurs pour le JCPOA. Côté communauté internationale, le 5+1, c'est un format. Mais l'essentiel se décide secrètement entre l'Iran et les États-Unis, si ça doit se décider. Question à Alex. Quelles sont les actions que l'on peut imputer aux Iraniens, au régime iranien contre Israël ou contre des intérêts juifs dans le monde? Enfin, il y a eu l'attentat à Buenos Aires dont on a parlé il y a une vingtaine d'années, je sais bien, mais il y en a eu peut-être d'autres. Est-ce que c'est uniquement une rhétorique verbale ou est-ce que vraiment il y a des actes belliqueux qui ont été faits? Voilà ce qu'on me demande. Voilà. Bon, d'abord, toute longue histoire du conflit entre la République islamique et l'État d'Israël, ça commence avec le premier attentat suicide a été effectué par Hezbollah contre le Tsahal au Liban. Après, c'était l'attentat de Raqqa au Liban, donc ça commence par là. Mais ce n'étaient pas des civils israéliens, c'était des soldats israéliens. Et après, c'est l'attentat affreux contre la communauté juive à Amia, à Buenos Aires, en 1994, et l'attentat contre l'ambassade d'Israël aussi à Buenos Aires en 1992. Donc, après, il y a quelques années, il y avait l'attentat contre le touriste israélien en Bulgarie, à Burgos. C'était aussi effectué par le Hezbollah. Mais l'Iran effectue les attentats contre les civils uniquement par l'aimant des autres, par moyen de Hezbollah. Comme on dit, l'Iran est prêt à combattre Israël jusqu'au dernier Palestinien. C'est ce que ce régime aime faire. Et maintenant, c'était récemment, les actes belliqueux récents, c'était il y a quelques jours. Et il y a une mine maritime qui a frappé en bateau. Ce n'était pas vraiment un bateau israélien, mais un bateau appartenant à un tycoon israélien. Et il y avait quelques attaques cyber iraniennes qui... L'une de ces attaques a presque réussi à empoisonner l'eau potable en Israël. Alors, il y a toujours des attaques cyber qui sont... pas toutes les attaques cyber iraniennes sont rapportées. Il y a la pollution de mer en Israël. Je ne veux pas s'entendre quand ils voient la main d'Iran partout, hein. Mais c'est bien possible que l'Iran soit aussi impliqué dans la pollution d'eau parce qu'on n'arrive pas à localiser le bateau qui a causé cette pollution. C'est bizarre parce que chaque bateau a une balise permettant de le localiser. Alors, il y a toujours des actions imputées à l'Iran, mais c'est aussi, c'est-à-dire, comme Fakhri, l'officier de Pasdaran qui était en charge du programme nucléaire a été tué. L'Iran impute cet assassinat au renseignement israélien. Et donc, les deux côtés font des actions qui peuvent être imputables, mais il n'y a pas de preuves. Alors, c'est ça le principe. Mais cela aussi limite l'Iran parce qu'une attaque directe contre des civils israéliens ou des juifs en général. Alors, ce régime comprend que cela va ternir sa réputation déjà pas brillante. Bien, merci. Pour conclure, on va revenir à la politique américaine. Est-ce qu'avec Biden, on va s'engager dans une politique plus multilatéraliste que ce fut sous le mandat de Trump?
Est-ce que les Américains vont plus associer les Européens, et pas uniquement pour la façade, je dirais, dans ces négociations, que ce soit avec l'Iran ou sur d'autres sujets d'ailleurs? Quelle est votre perception de la politique américaine sous l'ère Biden? Bon, que Biden soit plus multilatéraliste que Donald Trump, c'est une évidence. Et être plus multilatéraliste que Trump, ça n'est pas difficile. Il ne l'était pas du tout. Alors, est-ce que les Américains utilisent les Européens, comme Clément l'a dit, pour des raisons cosmétiques, ou est-ce qu'ils ont besoin des Européens? Je crois quand même que les Américains souhaitent réellement que les Européens en fassent plus et participent davantage. De l'Afrique au Moyen-Orient, du Moyen-Orient à l'Europe elle-même, ne serait-ce que parce que l'Amérique a les regards tournés ailleurs et parce que, en fait, face à une Chine qui est en pleine expansion en termes de pouvoir, c'est pas mal d'avoir des alliés qui ont des intérêts communs avec l'Amérique. Donc l'Amérique n'a plus les moyens d'ignorer l'Europe. Et l'Europe n'a absolument pas les moyens de tourner le dos aux États-Unis. Je dirais la situation a vraiment changé. Nous avons besoin l'un de l'autre dans un partenariat plus équilibré. Le président Macron a tout à fait raison, mais qui conservera, bien entendu, des limites qui tiennent au fait que les Européens sont eux-mêmes divisés sur beaucoup de questions. Il y a des nuances entre Allemands et Français sur la question iranienne, comme sur la question russe, comme sur toutes les questions en réalité. Ce sont des variations sur le même thème. Les Américains le savent et ils peuvent par moments être tentés de jouer des différences qui existent entre Européens pour avancer leur carte. Mais globalement, la situation a changé. Nous sommes dans le même bateau et nous avons besoin totalement les uns des autres. Bien, merci. On va en rester là donc pour cette conférence. Alors d'abord, vraiment, c'était plein d'informations. Je crois que on a appris beaucoup et je suis persuadé que beaucoup des spectateurs pourront revenir et réécouter avec intérêt l'enregistrement. Notre prochaine réunion aura lieu le 31 mars, c'est un mercredi soir également, où on fera un bilan des élections israéliennes qui auront lieu une semaine avant, avec comme invité pour l'instant Sami Cohen, professeur à Sciences Po, qui vient de sortir un livre sur la démocratie israélienne, Denis Charbit, qui est probablement un troisième intervenant qui sera encore à confirmer d'ici là. Donc déjà bloqué la date du 31 mars, mercredi soir. Et puis, encore une fois, merci à tous et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.